Au mariage de mon fils, ma belle-fille a exigé les clés de mon appartement devant 130 invités. Quand j'ai refusé, elle m'a giflé si fort. Je suis parti et j'ai passé un appel. 30 minutes plus tard, un homme est apparu à la porte de la salle, et quand ils ont vu qui c'était, ils se sont mis à pleurer. La gifle est arrivée si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Mes lunettes ont volé, se brisant sur l'élégant sol de la salle de bal sous les yeux de 130 invités en silence absolu. Ma joue me brûlait, mais la douleur dans ma poitrine était bien pire. Juliette, ma belle-fille, venait de me gifler le jour de son mariage parce que j'avais refusé de lui donner les clés de mon appartement. C'est ce que tu mérites pour être si égoïste, m'a-t-elle hurlé devant tout le monde. Une femme de ton âge n'a pas besoin d'autant d'espace. Le silence qui a suivi était assourdissant. Personne n'a bougé pour m'aider alors que je m'accroupissais, tremblante, pour ramasser mes lunettes cassées. Certains invités détournaient le regard, mal à l'aise. D'autres chuchotaient entre eux, mais personne, absolument personne, n'a osé défendre la pauvre vieille belle-mère qui venait d'être publiquement humiliée. Mon fils, Ethan, se tenait immobile, le regard fixé au sol comme si j'étais invisible. « Tu n'es plus la bienvenue ici », a poursuivi Juliette en lissant sa robe de mariée immaculée. Ethan et moi avons besoin de notre intimité pour commencer notre nouvelle vie. Ton appartement serait parfait pour nous en attendant de trouver quelque chose de mieux. Ces paroles étaient du pur venin. Pendant des mois, j'avais enduré ces commentaires condescendants sur mes vêtements usés, ma vieille voiture, ma vie simple. Mais là, une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie l'avait été. Je me suis relevé lentement, sentant tous les regards sur moi comme des poignards acérés. Des larmes coulaient sur mon visage, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé pour toujours. Cette gifle n'était pas seulement un coup physique. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Pendant des années, j'avais gardé un profil bas, vivant avec humilité et discrétion. J'avais des secrets que personne, pas même mon propre fils, ne connaissait. Les souvenirs des derniers mois ont commencé à bombarder mon esprit alors que je marchais lentement vers la sortie. Je me suis souvenu de la première fois que Juliette était venue dans mon appartement, il y a 2 ans. Son visage s'était décomposé en voyant ma modeste maison, mes vieux meubles, ma petite cuisine. Sérieusement, c'est ici que vit la mère d'Ethan, avait-elle demandé, sa voix juste assez forte pour que je l'entende. À partir de ce moment, chaque visite avait été une torture silencieuse. Aurora, tu devrais déménager dans un endroit plus petit, m'avait-elle dit il y a 3 mois lors d'un dîner de famille. À ton âge, tu ne peux pas entretenir un si grand appartement. En plus, Ethan et moi pensons avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin de plus d'espace. Son faux sourire ne trompait personne, sauf mon fils, qui semblait perdre sa personnalité chaque fois qu'elle parlait, agissant comme une marionnette. Les humiliations s'étaient intensifiées progressivement. D'abord, les commentaires sur mes vêtements. Aurora, tu n'as rien de plus moderne à porter. Puis, sur ma voiture. Cette voiture est si vieille. C'est dangereux pour toi de la conduire. Ensuite, c'était mon travail à temps partiel chez le fleuriste local. Je ne comprends pas pourquoi une femme de ton âge travaille encore au lieu de se reposer. Chaque phrase était un petit poignard empoisonné qui s'enfonçait dans mon estime de moi. Je m'appelle Aurora Hughes. J'ai 68 ans, et toute ma vie, j'ai été une femme qui préfère la discrétion à l'ostentation. Je travaille chez un petit fleuriste 3 jours par semaine. Je conduis une voiture de 10 ans. J'achète mes vêtements dans des magasins de déstockage. Pour le monde extérieur, surtout pour Juliette, je ne suis qu'une veuve de la classe moyenne vivant d'un revenu fixe. Mais c'est exactement l'image que j'ai soigneusement cultivée pendant des décennies. Ce qu'aucune de ces personnes qui me regardaient avec pitié ne savait, c'est que ma vie avait été complètement différente avant le décès de mon mari. Mon mari, Robert, n'avait pas été l'employé de bureau que tout le monde croyait. Nous avions pris la décision consciente de vivre modestement, de garder notre véritable richesse secrète, pour protéger l'intimité de notre famille d'une manière qui, je le comprenais maintenant, avait été prophétique. En sortant de la salle de bal, les conversations des invités me suivaient comme un nuage toxique. La pauvre, elle a l'air si fragile, chuchotait la tante de Juliette. La mariée a raison. Cette femme ne peut plus prendre soin d'elle-même, ajoutait le cousin d'Ethan. Elle devrait être dans une maison de retraite, pas vivre seule, commentait un autre invité avec une fausse compassion. Chaque mot était comme de l'acide versé sur des plaies ouvertes.
La fraîcheur de la climatisation de la salle contrastait vivement avec la chaleur étouffante dans ma poitrine. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais mon téléphone portable dans mon sac à main noir usé. Un sac que j'utilisais depuis 5 ans, non pas parce que je ne pouvais pas m'en offrir un nouveau, mais parce que j'avais appris à valoriser le pratique plutôt que les apparences, ce que ma belle-fille ne comprendrait manifestement jamais. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, un numéro que je n'avais pas utilisé depuis plus d'1 an parce que j'avais naïvement espéré que ce ne serait jamais nécessaire. Carlos, c'est Aurora. J'ai besoin que tu viennes immédiatement à la salle de bal Royal Oaks. Oui, tout de suite. Apporte les documents que tu connais. Il est temps qu'il sache la vérité. Ma voix tremblait, mais il y avait une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Êtes-vous sûre, Madame Hughes? A demandé Carlos de sa voix professionnelle mais inquiète. Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai jeté un dernier regard vers la salle de bal, où je pouvais voir Juliette rire avec ses amis, leur racontant probablement comment elle avait remis sa belle-mère inutile à sa place. Ethan était à ses côtés, souriant faiblement, ne montrant pas la moindre once de remords pour ce dont il venait d'être témoin. Absolument certaine, ai-je répondu. 30 minutes, Carlos. Pas plus. J'ai raccroché et j'ai marché vers ma voiture d'un pas déterminé. Pour la première fois depuis des années, j'allais laisser tomber le masque que j'avais utilisé pour protéger ma famille. Pour la première fois, ils allaient rencontrer la vraie Aurora Hughes. Et quand cela arriverait, quand la réalité frapperait leur monde parfait et factice, ils comprendraient le vrai sens du mot regret. Le parking était silencieux, éclairé par des lampadaires qui projetaient de longues ombres entre les voitures. Je me suis assise dans ma vieille berline et j'ai attendu. 30 minutes pour que leur vie change pour toujours. 30 minutes pour qu'ils découvrent qu'ils avaient commis la plus grande erreur de leur vie en humiliant la femme qui, en secret, avait pris soin d'eux bien plus qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Pendant que j'attendais dans ma voiture, les souvenirs de la façon dont j'en étais arrivé là ont commencé à inonder mon esprit comme une avalanche inarrêtable. Tout avait commencé exactement 2 ans et demi plus tôt, quand Ethan était venu à mon appartement avec ce sourire nerveux que je connaissais si bien depuis son enfance. « Maman, je veux te présenter quelqu'un de très spécial », m'avait-il dit. Et la voilà, Juliette, avec ses cheveux parfaitement coiffés, ses vêtements de marque, et ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dès le premier instant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle regardait mon appartement, évaluant chaque recoin avec un dédain à peine voilé, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ses intentions. Comme ses douillets, avait-elle murmuré en regardant mes meubles d'occasion et mes rideaux délavés. Son ton suggérait le contraire. Ethan, complètement aveuglé par ce qu'il croyait être de l'amour, n'a pas remarqué la condescendance dans sa voix. Ce premier dîner avait été un désastre silencieux. Juliette a à peine touché la nourriture que j'avais préparée avec amour, prétendant qu'elle faisait attention à sa ligne. Quand je l'ai interrogée sur sa famille, elle a donné des réponses évasives, mais pas avant de me poser des questions sur ma situation financière avec une curiosité que j'ai trouvée alarmante. « Et comment vous débrouillez-vous avec une pension de veuve, Aurora ? Ça doit être difficile de joindre les deux bouts avec si peu d'argent, avait-elle dit avec une fausse sollicitude. Ce que Juliette ne savait pas, c'est que je l'observais autant qu'elle m'observait. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à remarquer des schémas qui m'ont mis en alerte. Chaque fois qu'il visitait mon appartement, elle faisait des commentaires sur le fait que tout était démodé, que je méritais quelque chose de mieux pour mes vieux jours. Mais ses yeux s'attardaient toujours sur les détails qui comptaient vraiment. L'emplacement privilégié de l'immeuble, la vue panoramique de mon balcon, la taille des pièces. Un jour, pendant qu'Ethan était aux toilettes, je l'ai entendu parler doucement au téléphone dans ma cuisine. « Oui, maman. L'appartement de sa mère est dans un quartier super cher. Si je peux la convaincre de déménager dans un endroit plus petit, on pourrait rester ici en attendant d'avoir notre propre logement. Elle est si naïve qu'elle nous remerciera probablement de l'avoir aidée dans la transition. » Ces paroles m'ont transpercé comme un couteau, mais j'ai gardé mon sang-froid quand elle est revenue au salon, feignant l'innocence. À partir de ce moment, chaque interaction avec Juliette est devenue une performance soigneusement orchestrée de notre part à toutes les deux. Elle jouait la belle-fille attentionnée, inquiète du bien-être de sa belle-mère, tandis que je prétendais être la vieille femme vulnérable qui avait besoin de conseils. Mais à l'intérieur, je rassemblais des informations, j'observais ses mouvements, je comprenais ses véritables motivations. C'était comme une partie d'échecs où nous pensions toutes les deux être en train de gagner.
Les mois suivants ont vu une escalade progressive dans ces tentatives de manipulation. D'abord, il y a eu les suggestions subtiles. Aurora, j'ai vu de jolis appartements pour les personnes de ton âge avec des services tout compris et sans souci d'entretien. Puis sont venues les pressions plus directes. Tu ne peux pas continuer à vivre seul à ton âge. C'est dangereux. Et si tu tombes et que personne ne le découvre pendant des jours? Chaque argument était conçu pour que je me sente incompétente et impuissante. Ethan, mon propre fils, a commencé à répéter les mêmes phrases comme un perroquet dressé. Maman, Juliette a raison. Peut-être que ce serait mieux pour toi d'envisager de déménager dans un endroit plus gérable. Le voir se transformer progressivement en marionnette de cette femme était plus douloureux que n'importe quelle insulte directe. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice me voyait maintenant comme un obstacle à son bonheur. La campagne psychologique s'est intensifiée après l'annonce de leur fiançailles. Les visites sont devenues plus fréquentes mais aussi plus tendues. Juliette avait commencé à apporter des magazines immobiliers et des brochures pour des résidences pour personnes âgées. Je ne fais qu'explorer des options pour toi, Aurora. Je veux m'assurer que tu aies la meilleure qualité de vie possible, disait-elle en étalant les documents sur ma table basse comme s'il s'agissait d'une négociation commerciale. Mais j'avais fait mes propres recherches. Un après-midi, alors qu'ils étaient sortis faire des courses pour le mariage, j'ai décidé d'appeler une vieille amie qui travaillait dans l'immobilier. Amélia, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi, lui ai-je dit. Il y a un couple très intéressé par mon appartement, et je veux en savoir plus sur leur véritable situation financière. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Juliette et Ethan étaient endettés jusqu'au cou. Le mariage qu'ils préparaient coûtait plus de 50 000 $, entièrement financé par des cartes de crédit et des prêts personnels. L'appartement qu'ils louaient était sur le point d'être expulsé pour non-paiement. Les voitures de luxe qu'ils conduisaient étaient financées avec des mensualités qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Leur style de vie était une façade construite sur des dettes étouffantes. Tout a commencé à prendre sens. La précipitation à se marier, l'insistance pour que je déménage, les commentaires constants sur ma vulnérabilité économique. Ce n'était pas l'amour qui avait uni ce couple. C'était le besoin désespéré de trouver une solution à leurs problèmes financiers. Et mon appartement, situé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville, était leur bouée de sauvetage. La révélation m'a frappé comme une gifle à l'âme. Mon fils, le garçon que j'avais élevé avec des valeurs d'honnêteté et de travail acharné, avait choisi la voie facile de la manipulation et de la tromperie. Il avait permis à une femme ambitieuse de le convaincre de voir sa propre mère comme une ressource à exploiter plutôt qu'une personne à aimer et à respecter. Dans les semaines précédant le mariage, leurs tentatives sont devenues plus agressives. Aurora, tu ne peux pas continuer à être aussi égoïste, m'avait dit Juliette 3 jours seulement avant la cérémonie. Ethan et moi avons tant sacrifié pour ce mariage. Le moins que tu puisses faire, c'est nous aider avec le logement. Ces paroles ne portaient même plus le masque de la fausse préoccupation. C'était une demande directe déguisée en faveur familiale. Cette nuit-là, j'avais pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé Carlos, mon conseiller financier et le seul homme en qui j'avais entièrement confiance depuis la mort de mon mari Robert. Carlos, j'ai besoin que tu prépares certains documents. Il est possible que je doive très bientôt révéler des informations que j'ai gardées secrètes pendant des années. Sa voix était devenue immédiatement sérieuse. Madame Hugues, êtes-vous sûr que c'est le bon moment, m'avait-il averti avec la sagesse de quelqu'un qui gérait mes affaires depuis plus d'une décennie. Une fois que cette information sera publique, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Les conséquences pourraient être dévastatrices pour les relations familiales. Mais j'avais déjà pris ma décision. La famille que j'avais essayé de protéger par mon silence avait choisi de me trahir. Et maintenant, assise dans ma voiture sur le parking de la salle de bal, attendant que Carlos arrive avec les documents qui changeraient tout, je réalisais que l'heure de vérité était venue. Encore 25 minutes et Juliette, Ethan, et tous ces invités qui m'avaient regardé avec pitié découvriraient qui était vraiment Aurora Hugues. Encore 25 minutes et leur monde parfait construit sur des mensonges et de la cupidité s'effondrerait comme des châteaux de sable. La brise nocturne faisait bruisser les feuilles des arbres autour du parking, créant des ombres dansantes sous les lumières. C'était étrangement poétique que par une si belle nuit, tant d'illusions soient sur le point de mourir pour toujours. 20 minutes s'étaient écoulées depuis mon appel à Carlos, et chaque seconde semblait une éternité. De ma voiture, je pouvais voir les lumières dorées de la salle de bal, entendre la musique joyeuse et les rires qui s'échappaient des fenêtres ouvertes.
C'était surréaliste de penser que dans quelques minutes, cette célébration se transformerait en cauchemar pour les principaux protagonistes. Je fermais les yeux et laissais les souvenirs les plus douloureux des derniers mois inonder mon esprit. Je devais me souvenir exactement pourquoi j'étais arrivé à ce point de non-retour. La plus grande humiliation avait eu lieu 2 semaines seulement avant le mariage, lors de ce que Juliette avait appelé une « réunion de famille importante ». Elle était arrivée à mon appartement, accompagnée non seulement d'Ethan, mais aussi de ses parents, une embuscade parfaitement planifiée. « Aurora, nous voulons te parler de ton avenir », avait commencé la mère de Juliette, une femme hautaine qui me regardait comme si j'étais un insecte gênant. « Nous pensons qu'il est temps pour toi de prendre des décisions responsables concernant ta vie », a poursuivi le père de Juliette, un homme corpulent qui avait inspecté mon appartement avec les yeux d'un expert évaluant une propriété. « À ton âge, vivre seul dans un si grand endroit est non seulement inutile, mais dangereux. Et si tu avais une urgence médicale et que personne ne le découvrait pendant des jours ?» Leurs paroles étaient répétées, trop parfaites pour être spontanées. Ethan était resté silencieux tout au long de la conversation, hochant la tête de temps en temps comme une marionnette bien entraînée. Le voir là, assis à côté d'une famille qui me traitait comme un obstacle, c'était comme voir le fils que j'avais élevé mourir sous mes yeux. « Maman », a-t-il finalement dit d'une voix que je ne reconnaissais plus. « Ils ont raison. Juliette et moi en avons parlé, et nous pensons que ce serait mieux pour tout le monde si tu déménageais dans un endroit plus approprié pour ton âge. » Approprié pour mon âge, ai-je répété, sentant la colère commencer à monter en moi. Et qui décide de ce qui est approprié pour moi? Vous. La mère de Juliette a échangé un regard entendu avec son mari, comme si mes paroles confirmaient quelque chose dont ils avaient déjà discuté. Aurora, nous comprenons que cela puisse être difficile à accepter, mais tu dois penser à ce qui est le mieux pour Ethan et Juliette. Ce qui est le mieux pour eux. Ai-je murmuré, commençant à comprendre la véritable dimension de la conspiration qui avait été tissée dans mon dos. Et je suppose que mon appartement serait parfait pour qu'ils commencent leur vie de couple, n'est-ce pas? Le silence gêné qui a suivi ma question a été toute la réponse dont j'avais besoin. Ils avaient planifié chaque détail de cette conversation, chaque argument, chaque pression psychologique. Juliette a pris le contrôle à ce moment-là, déployant tout son arsenal de manipulation émotionnelle. Aurora, il ne s'agit pas seulement de l'appartement, il s'agit de ton bien-être. Nous avons fait des recherches, et nous avons trouvé une résidence merveilleuse pour les personnes de ton âge. Elle dispose de services médicaux 24h24, d'activités sociales, de repas préparés. Tu pourrais te faire des amis qui comprennent ce que tu traverses. Son faux sourire me donnait la nausée. Ce que je traverse, ai-je demandé, feignant la confusion. Et que penses-tu exactement que je traverse, Juliette? Elle a cherché le soutien d'Ethan avant de répondre. Eh bien, la solitude, l'incertitude financière, la peur de ne pas pouvoir prendre soin de toi-même. C'est normal à ton âge, Aurora. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir besoin d'aide. L'audace de cette femme de 28 ans me disant ce qui était normal à mon âge m'a laissé sans voix un instant. Mais j'ai alors vu quelque chose dans ses yeux qui m'a glacé. La certitude absolue qu'elle avait un droit sur ma vie, ma maison, mes décisions. Pour elle, je n'étais plus une personne autonome, mais un obstacle à éliminer avec le moins de résistance possible. Nous avons fait les comptes, a poursuivi le père de Juliette, sortant un dossier qu'ils avaient manifestement préparé à l'avance. Le coût de la résidence serait d'environ 2500 $ par mois. Avec la vente de ton appartement, tu aurais assez d'argent pour le couvrir pendant de nombreuses années, et il en resterait même pour aider Ethan et Juliette avec leurs premières dépenses de mariage. Là, c'était la vérité, nue et crue. Il ne s'agissait pas de mon bien-être ou de ma sécurité. Il s'agissait d'argent. Il s'agissait de convertir ma maison en liquidité pour financer leur style de vie insoutenable. Et si je refuse, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Aurora, a dit Ethan, sa voix semblant répéter. Nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire de prendre des mesures plus drastiques. Mais si ta santé mentale se détériore au point que tu ne puisses plus prendre de décisions rationnelles. La menace implicite était limpide. Si je ne coopérais pas volontairement, ils chercheraient des moyens légaux de me déclarer incompétente. Ils avaient fait leurs recherches. Ils avaient planifié. Ils avaient préparé le terrain pour prendre tout ce que je possédais par la force si nécessaire. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour était assis juste là, permettant à des étrangers de menacer sa propre mère. Cette nuit-là,
après leur départ suite à mon refus ferme, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années, non pas de tristesse, mais pour la mort définitive des illusions que j'avais entretenues sur ma famille. J'avais immédiatement appelé Carlos. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose de toute urgence, lui avais-je dit entre deux sanglots. Je veux savoir exactement quelle est la situation financière réelle de mon fils et de sa fiancée. Tout. Dettes, revenus, passifs, tout. Les résultats de cette enquête avaient été dévastateurs. Ethan gagnait 45 000 $ par an en tant que directeur des ventes, mais avait plus de 80 000 $ de dettes sur ses cartes de crédit. Juliette travaillait à temps partiel comme conseillère en images, gagnant peut-être 4 000 $ par an, mais dépensait comme si elle avait un salaire de cadre. Ensemble, ils devaient plus de 120 000 $, sans compter les prêts qu'ils avaient contractés pour le mariage. L'appartement qu'ils louaient pour 2 000 $ par mois avait 3 mois de retard de paiement. Les voitures qu'ils conduisaient étaient financées avec des mensualités qui absorbaient 60% de leurs revenus combinés. Leur principale carte de crédit était au maximum et ils avaient commencé à utiliser des avances de fonds pour payer d'autres dettes. Ils étaient en chute libre financière et mon appartement représentait leur seul espoir de salut. Mais il y avait autre chose dans le rapport de Carlos qui m'avait complètement brisé le cœur. Au cours des 6 derniers mois, Ethan avait régulièrement appelé des banques et des compagnies d'assurance pour se renseigner sur des prêts adossés aux biens de sa mère âgée. Il s'était renseigné sur les procédures légales pour obtenir une procuration financière sur les personnes âgées. Mon propre fils planifiait ma spoliation systématique depuis des mois. L'information la plus douloureuse était arrivée à la fin du rapport. Selon un détective privé que Carlos avait engagé, Juliette racontait à ses amis qu'elle s'était sacrifiée en se fiançant à un homme plus âgé et moins attirant parce que sa mère possédait des biens de valeur et aucun héritier concurrent. Pour elle, épouser Ethan n'était pas de l'amour. C'était un investissement stratégique dans mon patrimoine. Cette révélation avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pendant des semaines, j'avais envisagé de leur révéler simplement ma véritable situation financière, pensant que le choc les ferait peut-être reconsidérer leur comportement. Mais après avoir lu ce rapport, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'argent ou de désespoir. Il s'agissait d'une cupidité pure et calculée qui avait corrompu mon fils au point de le rendre méconnaissable. Les jours précédant le mariage avaient été une torture. Chaque appel téléphonique d'Ethan était une nouvelle pression pour reconsidérer ma position. Chaque visite de Juliette incluait des commentaires venimeux sur mon entêtement et mon égoïsme. Ils avaient commencé à me traiter comme si j'étais déjà une vieille femme sénile dont les opinions n'avaient aucune importance. La veille du mariage, Ethan avait fait sa dernière tentative. Maman, demain est le jour le plus important de ma vie. S'il te plaît, ne le gâche pas en étant difficile. Juliette veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Ces paroles avaient été la confirmation finale que j'avais perdu mon fils pour toujours. L'homme qui allait se marier le lendemain n'était plus le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice. Et maintenant, assise dans ma voiture en attendant Carlos, je réalisais que tout avait mené à ce moment inévitable. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de cruauté. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de leur montrer les conséquences de leurs actes. Il s'agissait de leur apprendre que certaines lignes n'auraient jamais dû être franchies. Encore 15 minutes et tout changerait pour toujours. Mes mains tremblaient en composant le numéro de Joseph, mon voisin de l'appartement d'à accent grave côté, un homme de 70 ans qui avait été un témoin silencieux de toutes les visites tendues des derniers mois. Joseph, c'est Aurora. J'ai besoin de te demander une faveur très importante, dis-je, la voix tremblante. Pourrais-tu aller dans mon appartement et m'apporter le dossier marron du deuxième tiroir de mon bureau? Oui, tout de suite. C'est urgent. Joseph était comme un frère pour moi depuis la mort de Robert, et je savais que je pouvais lui faire confiance sans qu'il pose de questions. Pendant que j'attendais, je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec Joseph une semaine plus tôt. Il avait vu de son balcon Juliette arriver avec un expert immobilier sans m'en avertir. Aurora, cette fille a amené un homme avec une mallette qui mesurait ton appartement de l'extérieur, m'avait-il dit avec une inquiétude évidente dans la voix. Quand ils m'ont vu, ils sont partis rapidement. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Joseph avait été le premier à remarquer les changements subtils dans le comportement d'Ethan au cours des derniers mois. Ton fils ne me salue plus comme avant. Avait-il observé? Avant, il restait discuter avec moi quand il venait te voir. Maintenant, il entre et sort en courant comme s'il avait honte de quelque chose. Ces paroles avaient confirmé ce que mon cœur savait déjà.
J'avais perdu mon fils bien avant la gifle de cette nuit. Le dossier que j'avais demandé à Joseph contenait des documents que personne dans ma famille n'avait jamais vus. Des certificats bancaires, des titres de propriété, des registres d'investissement que Robert et moi avions gardés secrets pendant des décennies. Des documents qui prouvaient que la pauvre veuve vivant d'une modeste pension était en réalité une femme avec suffisamment de ressources pour changer des vies avec une seule décision. 10 minutes plus tard, Joseph est apparu dans le parking avec le dossier entre les mains. « Aurora, que se passe-t-il ? Tu as l'air très bouleversée », a-t-il demandé en me tendant les documents. J'ai expliqué brièvement ce qui s'était passé dans la salle de bal, et j'ai vu son visage se durcir à chaque détail. « Cette femme est une vipère », a-t-il marmonné. Je l'ai toujours su. Joseph, dans quelques minutes, un homme nommé Carlos va arriver. Quand tu le verras, dis-lui que je l'attends ici, ai-je demandé. Et Joseph, après ce soir, beaucoup de choses vont changer. Je veux que tu saches que tu as toujours été comme de la famille pour moi. Ses yeux se sont remplis de larmes tandis qu'il hochait la tête. Tu es de la famille pour moi aussi, Aurora. Fais ce que tu as à faire. Alors que Joseph retournait à l'immeuble, j'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à revoir des documents que je n'avais pas consultés depuis des mois. Le premier était un relevé bancaire montrant un solde de 5 400 000 $ sur un compte d'investissement. Le deuxième était le titre de propriété d'un immeuble de bureau au centre-ville qui générait un loyer mensuel de 50 000 $. Le troisième était l'acte de vente d'une maison de plage que j'avais achetée comme investissement il y a 10 ans. Robert avait été un génie des investissements, partant d'une petite entreprise d'importation pour en faire un empire silencieux. Ensemble, nous avions pris la décision de vivre modestement pour protéger notre vie privée et la sécurité de notre famille. La richesse visible attire les problèmes, disait Robert. La richesse invisible te donne le pouvoir. Je n'aurais jamais imaginé devoir utiliser ce pouvoir contre mon propre fils. Chaque document de ce dossier représentait des années de travail acharné et de décisions intelligentes. Le fleuriste où je travaillais 3 jours par semaine, ce n'était pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aimais rester active et connectée à la communauté. La vieille voiture que je conduisais, ce n'était pas par contrainte économique, mais parce que j'avais appris que l'ostentation inutile n'apporte que des problèmes. Mon appartement, celui que Juliette convoitait tant, était en fait le bien le moins précieux de mon portefeuille. Je l'avais acheté non pas pour sa valeur économique, mais pour les souvenirs qu'il contenait. C'était là que Robert et moi avions passé nos dernières années ensemble, où nous avions planifié notre avenir, où il était décédé dans mes bras après une courageuse bataille contre le cancer. Mais il y avait autre chose dans ce dossier qui allait tout changer pour Ethan et Juliette. Depuis 3 ans, depuis que mon fils avait commencé à avoir des problèmes financiers, je payais secrètement beaucoup de ses dettes. Les paiements de cartes de crédit qu'il pensait provenir d'une prime de travail sortaient en fait de mon compte. La réduction spéciale sur son loyer qu'il avait négociée avec son propriétaire était de l'argent que je transférais mensuellement. Sans qu'Ethan le sache, je subventionnais son style de vie irresponsable depuis des années. L'appartement luxueux où il vivait, la voiture qu'il conduisait, même certaines des dépenses pour le mariage qui se déroulait en ce moment même avaient été rendues possibles par mon soutien financier secret. J'avais pensé aider mon fils à traverser une période difficile, sans réaliser que je finançais sa transformation en une personne que je ne reconnaissais pas. Les relevés bancaires montraient des virements mensuels totalisant 4 500 $ qui avaient maintenu à flot le navire en perdition de la vie financière d'Ethan. De l'argent qu'il croyait provenir de primes de travail ou de remboursement d'impôts alors qu'en réalité, c'était sa mère qui essayait désespérément de le protéger des conséquences de ses décisions irresponsables. L'ironie était dévastatrice. Alors que Juliette m'humiliait pour être un fardeau économique pour leur futur mariage, j'étais littéralement la seule raison pour laquelle il pouvait se permettre ce mariage. Alors qu'il prévoyait de me dépouiller de mon appartement pour résoudre leurs problèmes financiers, je résolvais ces problèmes en secret depuis des années. J'ai fermé le dossier et j'ai regardé une fois de plus vers la salle de bal. Les lumières brillaient toujours. La musique jouait toujours. Les invités célébraient toujours. Mais dans moins de 5 minutes, Carlos arriverait avec les derniers documents dont j'avais besoin. Dans moins de 5 minutes, le processus de couper tous les fils financiers que j'avais utilisés pour protéger un fils qui avait choisi de me trahir commencerait. Ce n'est pas de la vengeance, me suis-je rappelé. C'est de la justice. Il s'agit de leur apprendre que les actions ont des conséquences, que la cupidité a un prix, que la famille n'est pas quelque chose que l'on peut vendre pour des raisons économiques. J'avais essayé de protéger Ethan de la réalité pendant trop longtemps,
et cette protection l'avait corrompu jusqu'à le rendre méconnaissable. Les phares d'une voiture se sont approchés du parking, illuminant la nuit d'une lumière blanche qui m'a momentanément aveuglé. C'était Carlos, ponctuel comme toujours, arrivant avec les documents qui changeraient tout pour toujours. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers lui, sentant comment chaque pas m'éloignait de l'Aurora que j'avais été, et me rapprochait de la femme que je devais devenir. Madame Hughes, a dit Carlos en sortant de sa voiture, un dossier juridique sous le bras. Êtes-vous absolument sûr de cela? Une fois que nous serons entrés, il n'y aura aucun moyen d'annuler ce qui est sur le point de se produire. J'ai regardé une dernière fois vers la salle de bal, où mon fils et sa nouvelle femme célébraient probablement encore leur victoire sur la vieille femme inutile qu'ils venaient d'humilier. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie, Carlos. Il est temps qu'il rencontre la vraie Aurora Hughes. Carlos a ouvert son dossier sous la lumière du parking et a commencé à me montrer les documents qu'il avait préparés avec son efficacité caractéristique. Madame Hughes, voici l'ordre de suspension immédiate de tous les virements bancaires que vous effectuez au nom d'Ethan Hughes, a-t-il dit en désignant le premier papier. Également, voici l'avis d'annulation du contrat de location que vous aviez confidentiellement garanti. Le propriétaire recevra ce document demain matin. J'ai pris les papiers avec des mains tremblantes mais déterminées. Chaque document représentait un fil que j'avais soigneusement tissé pendant des années pour protéger mon fils. Et maintenant, je coupais ces fils un par un. Et le paiement pour la salle de bal, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Annulé? Annulé, a confirmé Carlos. Le dépôt que vous aviez garanti sera retiré ce soir. Ils auront jusqu'à demain pour trouver un autre mode de paiement. L'ampleur de ce que j'étais sur le point de faire m'a frappé comme une vague de froid. Pendant 3 ans, j'avais été le filet de sécurité invisible qui avait maintenu les vies d'Ethan et Juliette à flot. L'appartement où ils vivaient, la voiture qu'ils conduisaient, même le mariage qui se déroulait en ce moment même avaient tous été rendus possibles par mon soutien financier secret. Et maintenant, en une seule nuit, j'allais retirer tout ce soutien définitivement. Carlos, je veux que vous compreniez quelque chose, lui ai-je dit en signant chaque document avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'est pas de la cruauté ou de la vengeance. C'est le seul moyen pour qu'ils apprennent la vraie valeur des choses. Pendant trop longtemps, je les ai protégés des conséquences de leurs actes, et cette protection les a corrompus en des personnes que je ne reconnais pas. Je comprends parfaitement, Madame Hughes. A répondu Carlos avec un respect sincère dans la voix. En 30 ans de carrière de conseiller financier, j'ai vu de nombreuses familles détruites par la cupidité et l'ingratitude. Ce que vous faites demande plus de courage que la plupart des gens ne possèdent. Ces paroles m'ont donné la force finale dont j'avais besoin pour faire le dernier pas. Nous avons marché ensemble vers l'entrée de la salle de bal, et à chaque pas, je sentais mon cœur battre plus vite. Ce n'était pas de la nervosité que je ressentais. C'était un étrange mélange de tristesse pour ce que j'avais perdu, et d'anticipation pour ce que j'étais sur le point de regagner, ma dignité, mon respect de moi-même, mon droit d'être traité comme un être humain au lieu d'une ressource à exploiter. La musique s'est arrêtée brusquement lorsque nous sommes entrés dans la salle de bal. 130 paires d'yeux se sont tournés vers nous, et j'ai pu voir la confusion sur les visages des invités. Certains ont reconnu Carlos immédiatement. Après tout, il avait géré les affaires financières de plusieurs familles importantes de la ville pendant des décennies. Sa présence lors d'événements sociaux signifiait généralement que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Juliette a été la première à réagir. « Qu'est-ce que tu fais ici, Aurora ?» m'a-t-elle crié depuis le centre de la piste de danse où elle posait pour des photos avec Ethan. « Tu es déjà parti une fois. Ce n'était pas assez de drame pour une nuit ?» Sa voix portait cette arrogance que j'avais appris à si bien connaître, mais je pouvais déceler une note de nervosité qui n'était pas là auparavant. « Mesdames et messieurs, a dit Carlos d'une voix claire et professionnelle, je m'excuse d'interrompre cette célébration, mais j'ai des questions juridiques urgentes à discuter avec Monsieur Ethan Hughes et Madame Juliette Dawson. Le silence qui a suivi était si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Certains invités ont commencé à sortir leur téléphone portable, sentant qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Ethan s'est approché lentement, le visage pâle et les yeux pleins de confusion. « Qu'est-ce qui se passe ici, maman ?» m'a-t-il demandé d'une voix qui ne semblait plus aussi assurée que lorsqu'il m'avait humilié quelques minutes plus tôt. « Qui est cet homme, et pourquoi parle-t-il d'affaires juridiques ?» Je pouvais voir ses mains trembler légèrement en ajustant sa cravate, un geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance. « Ethan,
ai-je dit d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Voici Carlos Jones, mon conseiller financier et juridique. Il est venu vous remettre des documents que je pense que vous trouverez très éclairants. Carlos a ouvert son dossier et a sorti le premier document. Monsieur Ethan Hughes, vous êtes par la présente notifié que la garantie financière que votre mère avait fournie pour votre contrat de location a été immédiatement annulée. Votre propriétaire sera informé demain matin, et vous aurez 30 jours pour trouver un nouveau garant ou quitter la propriété. Toute la couleur a quitté le visage d'Ethan. Garantie financière ? Murmura-t-il, me regardant avec des yeux qui commençaient à se remplir de compréhension et d'horreur. Maman, de quoi parle-t-il ? Mais je pouvais voir à son expression qu'une partie de lui savait déjà. Pendant des années, il avait soupçonné que sa chance financière n'était pas complètement naturelle, mais il avait choisi de ne pas poser de questions car les réponses auraient pu être inconfortables. De plus, a poursuivi Carlos sans relâche, les virements mensuels de 4 500 $ que votre mère effectuait sur vos comptes personnels ont été définitivement suspendus. Cela inclut les paiements pour les cartes de crédit, l'assurance automobile, et diverses autres dépenses que vous croyez être couvertes par d'autres sources. Juliette a poussé un cri qui a résonné dans toute la salle de bal. C'est impossible, s'est-elle exclamée en courant vers nous, sa robe de mariée traînant sur le sol. Ethan n'a pas de mère riche. Regardez comment elle vit. Regardez ses vêtements, sa voiture. C'est une vieille femme qui vit d'une misérable pension. Son hystérie était évidente, et plusieurs invités ont commencé à murmurer entre eux avec une fascination croissante. Finalement, a dit Carlos en sortant le dernier document de son dossier, le paiement garanti pour cette célébration a également été annulé. La direction de la salle de bal aura le droit d'exiger le paiement intégral avant que les invités ne puissent partir ce soir. Ces paroles sont tombées sur la salle de bal comme une bombe, et j'ai pu voir certains invités commencer nerveusement à se diriger vers les sorties. La prise de conscience a frappé Ethan comme un marteau. Toi, a-t-il murmuré, me regardant avec des yeux qui ne pouvaient pas entièrement traiter ce qu'ils entendaient. C'était toi tout ce temps. C'est toi qui payais pour tout. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et pendant un instant, j'ai vu le petit garçon qu'il avait été, vulnérable et confus. Depuis 3 ans, Ethan, ai-je confirmé d'une voix qui semblait étrangement calme après la tempête émotionnelle que j'avais vécue. 3 ans pendant lesquels je pensais t'aider à traverser une période difficile. 3 ans pendant lesquels je croyais que tu finirais par te rétablir et devenir l'homme que j'ai élevé. 3 ans pendant lesquels j'ai espéré que tu te souviendrais des valeurs que je t'ai enseignées. Juliette a commencé à tourner en rond, se tenant la tête avec un désespoir croissant. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas être réel, a-t-elle crié alors que les invités la regardaient avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. Tu es une pauvre vieille femme. Tu travailles chez un fleuriste. Tu conduis une voiture de 10 ans. Tu ne peux pas avoir d'argent. Les apparences sont trompeuses, Juliette, ai-je dit enfin, sentant des décennies de performances soigneusement élaborées prendre fin. Pendant des années, j'ai choisi de vivre simplement parce que mon mari et moi pensions que la richesse visible attire les problèmes. Il s'avère que nous avions raison. C'est juste que les problèmes sont venus d'où nous les attendions le moins. La musique s'était complètement arrêtée, et le seul son dans la salle de bal était la respiration agitée des jeunes mariés et les murmures croissants des invités, qui commençaient à comprendre qu'il assistait à quelque chose de complètement inattendu. Certains enregistraient déjà avec leur téléphone, sachant instinctivement que cette histoire deviendrait une légende urbaine. « Maman, a dit Ethan, la voix brisée. S'il te plaît, il doit y avoir un moyen de réparer ça. Le mariage, les invités, tout. » Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu, pas seulement de l'argent ou un soutien financier. Il avait perdu sa mère, la femme qu'il avait aimée inconditionnellement pendant 35 ans. La seule façon de réparer ça, Ethan, ai-je répondu, était de ne pas le briser en premier lieu. Le silence dans la salle de bal est devenu assourdissant. 130 invités retenaient leur souffle en traitant ce qu'ils venaient d'entendre. Juliette se tenait immobile pour la première fois de la soirée, ses yeux passant de Carlos au document, puis à mon visage, comme si elle essayait de trouver une faille dans la réalité qui s'effondrait autour d'elle. Ethan me fixait simplement avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de choc, de compréhension tardive et d'horreur absolue. « Madame Hughes, a dit Carlos d'une voix assez forte pour que tout le monde entende. Souhaitez-vous que je procède à la lecture des détails financiers complets ? Sa question est restée en suspens dans l'air comme une épée au-dessus de la tête des jeunes mariés.
Je pouvais voir plusieurs invités se rapprocher, fascinés par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. « S'il vous plaît, Carlos », ai-je répondu avec une sérénité que je ne me connaissais pas, je pense que tout le monde mérite de connaître toute la vérité. Juliette a essayé d'interrompre avec un cri désespéré, mais Carlos a levé la main et a continué avec la précision d'un chirurgien effectuant une opération délicate. Au cours des 36 derniers mois, a commencé Carlos en consultant ses documents, Madame Aurora Hugues a transféré un total de $162 000 pour couvrir les frais de subsistance de son fils, Ethan Hugues, et de sa fiancée. Cela comprend $48 000 pour les loyers, $44 000 pour les paiements par carte de crédit, $18 000 pour l'assurance des véhicules et $22 000 pour des dépenses diverses. Un murmure collectif a parcouru la salle de bal. Certains invités ont échangé des regards d'étonnement. D'autres ont sorti des calculatrices sur leur téléphone pour vérifier les chiffres. La mère de Juliette, qui était restée assise à la table d'honneur pendant toute la confrontation, s'est lentement levée, le visage complètement pâle. De plus, a poursuivi Carlos sans relâche, Madame Hugues a personnellement garanti le coût total de cette célébration, y compris la salle de bal, la nourriture, la musique, les fleurs et la photographie, pour un montant de $53 000. Argent qui, comme je l'ai mentionné précédemment, n'est plus disponible pour couvrir ses dépenses. Juliette a enfin retrouvé sa voix, mais ce qui est sorti ressemblait plus à un gémissement qu'à des mots cohérents. C'est impossible. C'est un mensonge. Personne ne peut avoir autant d'argent et vivre comme une miséreuse. Elle s'est tournée vers les invités comme si elle cherchait du soutien, mais n'a trouvé que des visages fascinés, et certains qui étaient clairement amusés par son désespoir. Ma chère Juliette, ai-je dit avec un calme qui contrastait de façon spectaculaire avec son hystérie. Tu viens d'apprendre une leçon très précieuse sur le fait de juger les gens sur les apparences. Pendant des années, j'ai choisi de vivre simplement parce que mon mari, Robert, et moi valorisions la vie privée au-dessus de l'ostentation. Cela s'est avéré être une décision très sage. Ethan a enfin réagi, s'approchant de moi d'un pas hésitant. Maman, s'il te plaît, il doit y avoir une explication. Il doit y avoir un moyen de résoudre ça. Tu ne peux pas simplement. Tu ne peux pas détruire ma vie comme ça. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de douleur maternelle qui a failli me faire flancher. Détruire ta vie, ai-je répété, sentant la colère recommencer à monter en moi. Je détruis ta vie? N'est-ce pas ta femme qui m'a giflé devant 130 personnes? N'est-ce pas toi qui es resté là sans dire un mot pendant que j'étais humilié? N'est-ce pas toi qui as prévu de me dépouiller de ma maison? La vérité de mes paroles a résonné dans la salle de bal comme des cloches d'église. Plusieurs invités ont hoché la tête, se souvenant clairement de la scène qui avait déclenché tout ce drame. Certains avaient même des vidéos sur leur téléphone de la gifle que Juliette m'avait donnée, preuve numérique de la cruauté qui avait déclenché cette révélation. Mais c'était différent, a marmonné Ethan, bien que sa voix manque de conviction. On ne savait pas. On ne comprenait pas. On pensait que tu avais vraiment besoin d'aide. Ces excuses semblaient pathétiques même à ses propres oreilles, et je pouvais voir certains invités échanger des regards de mépris. Tu ne savais pas, ai-je demandé, ma voix s'élevant pour la première fois de la soirée. Tu ne savais pas que tu préparais une embuscade familiale pour me faire pression pour que je vende ma maison? Tu ne savais pas que tu avais amené un expert immobilier à mon insu? Tu ne savais pas que tu avais enquêté sur des moyens légaux de me déclarer incompétente si je ne coopérais pas? À chaque question, la posture d'Ethan se réduisait. Carlos a profité du moment pour sortir un autre document de son dossier. Monsieur Hugues, je dois également vous informer que votre mère a décidé de modifier son testament. Tous les actifs qui vous étaient précédemment destinés en héritage ont été redirigés vers des organisations caritatives dédiées à la protection des personnes âgées contre les abus familiaux. L'impact de cette déclaration a été comme une explosion silencieuse. Juliette a reculé comme si elle avait été physiquement frappée. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle hurlé, son masque de sang-froid tombant enfin complètement. « Nous sommes ta famille. Ethan est ton seul fils. Tu ne peux pas le déshériter pour une stupide dispute. » Une stupide dispute, ai-je répété, laissant les mots flotter dans l'air tendu. C'est comme ça que tu décris une conspiration familiale pour dépouiller une vieille femme de sa maison. C'est comme ça que tu justifies de gifler la mère de ton mari le jour de ton propre mariage? Ma voix était devenue glaciale, et je pouvais voir certains invités tressaillir. Le père de Juliette, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, s'est finalement approché avec une expression de panique mal déguisée.
Madame Hugues, je pense que nous sommes tous un peu bouleversés par les émotions de la journée. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé quand les choses se seront calmées. Son ton était celui d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait misé sur le mauvais cheval. Il n'y a rien à discuter en privé, ai-je répondu fermement. Tout ce que j'avais à dire a été dit ici, devant les mêmes personnes qui ont été témoins de mon humiliation. Vous avez choisi de rendre cela public, alors ma réponse sera publique. Les têtes des invités se déplaçaient entre nous comme s'ils regardaient un match de tennis, absorbés par chaque échange. Carlos a fermé son dossier avec un claquement sec qui a résonné dans toute la salle de bal. Madame Hugues, tous les documents ont été livrés et expliqués. Les effets juridiques commenceront immédiatement. Il s'est tourné vers Ethan et Juliette avec une expression professionnelle, mais non sans une certaine satisfaction. Je vous suggère de contacter vos propres conseillers juridiques et financiers dès que possible. Juliette s'est finalement effondrée. Elle s'est littéralement laissée tomber sur une chaise voisine et a commencé à pleurer avec des sanglots incontrôlés qui ont résonné dans la salle de bal. Tout est ruiné, a-t-elle murmuré entre ses larmes. Tout ce que nous avions prévu, tout ce pourquoi nous avions travaillé. Tout est détruit. Sa robe de mariée, autrefois immaculée, était maintenant froissée et tachée de larmes. Non, ai-je dit en m'approchant d'elle pour la première fois depuis la gifle. Ce qui est détruit, ce sont les mensonges, la cupidité et le manque de respect. Ce qui est détruit, c'est l'illusion que l'on peut traiter les gens comme des objets et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Je me suis arrêté devant elle, la forçant à lever les yeux. Voilà ce qui arrive quand on confond la gentillesse avec la faiblesse. Ethan s'est approché de sa femme et a posé une main tremblante sur son épaule. Juliette, nous devons trouver un moyen de réparer ça. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Mais même en parlant, je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait qu'il était trop tard. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Il y a un moyen de réparer ça, Ethan, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis des mois sans ressentir de douleur. Tu peux apprendre de cela. Tu peux grandir à partir de cela. Vous pouvez devenir les personnes que j'espérais que vous seriez avant que la cupidité ne vous corrompe. Ma voix s'est légèrement adoucie car malgré tout, il était toujours mon fils. Mais cette croissance devra se faire sans mon aide financière, sans mon appartement, et sans mon héritage. Vous devrez le faire à la dure, comme tout le monde. La salle de bal est restée dans un silence absolu, chaque personne présente sachant qu'elle assistait à la fin définitive d'une relation familiale. Carlos et moi nous sommes dirigés vers la sortie, laissant derrière nous une salle de bal pleine d'invités choqués et un couple de jeunes mariés dont le monde parfait s'était effondré en moins de 30 minutes. Alors que Carlos et moi marchions vers la sortie, le silence derrière nous fut interrompu par une voix que je ne m'attendais pas à entendre. « Attends, Aurora. » C'était Lucie, la sœur cadette d'Ethan, qui était assise à une table au fond pendant toute la confrontation. Elle a couru vers nous, les larmes aux yeux et une expression d'horreur absolue sur son visage. « Tante Aurora, » a dit Lucie d'une voix tremblante. « Je ne savais rien de tout ça. Je jure qu'Ethan ne m'a jamais dit ce qu'il prévoyait avec toi. » Lucie avait toujours été ma nièce préférée, une jeune femme de 29 ans qui travaillait comme enseignante et avait maintenu une relation étroite avec moi-même après qu'Ethan se soit éloigné. Si j'avais su ce qu'ils allaient te faire, j'aurais essayé de les arrêter. Je me suis arrêté et je les regardais, voyant dans ses yeux la même honnêteté que je connaissais depuis qu'elle était petite. Je sais, Lucie, ai-je dit doucement en posant une main sur sa joue. Tu as toujours été différente. Tu n'as jamais vu les gens comme des opportunités ou des ressources à exploiter. Ses larmes ont coulé plus fort tandis qu'elle hochait la tête, clairement dévastée par les actions de son frère. « Mais pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de l'argent » a demandé Lucie avec une confusion sincère. « Pourquoi as-tu gardé tout cela secret pendant tant d'années » C'était une question qui méritait une réponse honnête, surtout venant de quelqu'un qui m'avait toujours traité avec respect et amour sincère. Parce que ton oncle Robert et moi avons appris il y a longtemps que l'argent change les gens, ai-je expliqué alors que certains invités se rapprochaient discrètement pour écouter. Nous avons vu des familles détruites par des héritages, des amitiés terminées par des prêts, et des enfants qui voient leurs parents comme des pensions ambulantes. Nous avons décidé de vivre simplement pour protéger les relations qui comptaient vraiment. Lucie a hoché la tête lentement, commençant à comprendre la sagesse derrière mes décisions. Mais Ethan, il était différent avant. Quand on était enfant, il aurait défendu quiconque t'aurait fait du mal. Que lui est-il arrivé?
Sa question contenait toute la douleur d'une sœur qui avait vu son frère se transformer en quelqu'un d'inconnaissable. Ce qui lui est arrivé, c'est Juliette, ai-je répondu avec tristesse, mais sans amertume. Ce qui lui est arrivé, c'est la cupidité déguisée en amour, l'ambition sans valeur, et moi qui, dans mon effort pour le protéger, l'ai privé de la chance d'apprendre des leçons importantes sur la responsabilité et les conséquences. Ma réponse a résonné dans la salle de bal où les invités étaient toujours absorbés par chaque mot. Carlos, qui était respectueusement resté à l'écart pendant cet échange, s'est maintenant approché et m'a murmuré quelque chose à l'oreille. Madame Hugues, le directeur de la salle de bal s'approche. Il semble qu'il ait déjà appris l'annulation du paiement garanti. En effet, je pouvais voir un homme corpulent en costume marcher vers nous avec plusieurs papiers à la main et une expression très sérieuse. Madame Hugues, a dit le directeur d'une voix tendue, je viens de recevoir un avis d'annulation de paiement qui est très irrégulier. Le contrat pour cette célébration est garanti jusqu'à demain matin. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe ici? Sa présence a ajouté une nouvelle couche de réalité immédiate à la crise que je venais de déclencher. Monsieur Martinez. Ai-je répondu, me souvenant de son nom lors des conversations que nous avions eues lorsque j'avais secrètement arrangé le paiement du mariage. La garantie financière que j'ai fournie pour cette célébration a été révoquée en raison de circonstances extraordinaires qui ont été révélées ce soir. J'ai fait un geste vers Ethan et Juliette, qui restaient au centre de la salle de bal comme des statues de désespoir. Je comprends, a dit Martinez, regardant la scène avec l'expérience de quelqu'un qui avait géré des événements sociaux pendant des décennies. Et qui sera responsable du paiement maintenant? Le montant total restant dû est de 53 000 $, y compris la salle de bal, la nourriture, la musique, les fleurs et les services de photographie. Sa voix était professionnelle mais ferme, indiquant clairement que quelqu'un devrait résoudre ce problème immédiatement. Ethan a enfin réagi, s'approchant de nous d'un pas hésitant. Monsieur Martinez, il doit y avoir un malentendu. Ma mère, elle ne peut pas simplement annuler le paiement comme ça. Nous sommes une famille. Cela peut se résoudre. Sa voix portait un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. Le désespoir d'un homme qui comprenait enfin l'ampleur de sa situation. Jeune homme, a dit Martinez avec la patience forcée d'un professionnel. La garantie financière a été fournie par Madame Hugues personnellement et en privé. Elle a le droit légal de retirer cette garantie à tout moment. J'ai maintenant besoin que quelqu'un fournisse une autre forme de paiement immédiatement ou je serai obligé de suspendre l'événement. Juliette s'est approchée en titubant, sa robe de mariée maintenant complètement débraillée et son maquillage maculé de larmes. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle crié à Martinez. C'est le jour de notre mariage. Vous ne pouvez pas gâcher notre mariage pour des problèmes d'argent. Son hystérie était évidente, et plusieurs invités ont commencé à murmurer entre eux avec un malaise croissant. Madame, a répondu Martinez avec une fermeté croissante, je ne gâche rien. Je suis simplement les termes contractuels que vous avez signés. Si vous ne pouvez pas fournir un paiement alternatif immédiatement, je devrais demander à tous les invités de partir et de suspendre tous les services. Son ultimatum est tombé sur la salle de bal comme une sentence finale. La réalité de la situation a commencé à pénétrer l'esprit des invités. Certains avaient déjà commencé à prendre leur sac et à se diriger discrètement vers les sorties. D'autres restaient fascinés par le drame qui continuait à se dérouler, comme les spectateurs d'un accident de la route qu'ils ne pouvaient quitter des yeux. Maman, a dit Ethan en s'approchant de moi, les larmes aux yeux pour la première fois depuis son enfance. S'il te plaît, je sais que ce que nous avons fait était mal. Je sais que nous t'avons blessé, mais il y a 130 personnes ici. Il y a des photos. Il y a des souvenirs. Tu ne peux pas détruire tout ça pour une dispute. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et pendant un instant, j'ai vu le petit garçon qu'il avait été. Ethan, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise. Je ne détruis rien. Vous avez détruit tout ça quand vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. Quand vous avez choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté. Quand vous avez choisi de m'humilier publiquement au lieu de me traiter avec le respect que je mérite en tant que mère. Chaque mot était comme un poignard. Mais c'étaient des mots qui devaient être dits. Mais qu'allons-nous faire, a demandé Juliette d'une voix désespérée, regardant les invités qui continuaient à quitter la salle de bal. Comment allons-nous expliquer ça? Comment allons-nous payer tout ça? Sa panique était évidente, et je pouvais voir qu'elle commençait enfin à comprendre les implications réelles de ses actes. Vous allez faire ce que font toutes les personnes responsables, ai-je répondu.
Vous allez trouver des moyens de gagner de l'argent honnêtement. Vous allez apprendre à vivre selon vos moyens. Vous allez découvrir ce que signifie travailler dur pour les choses que vous voulez au lieu d'attendre que les autres vous les fournissent. Ma voix était devenue plus forte, et je sentais des décennies de sagesse accumulées s'écouler à travers mes paroles. Carlos s'est approché discrètement et a murmuré « Madame Hughes, le processus juridique est terminé. Tous les documents ont été livrés et expliqués. Il n'y a plus rien que nous puissions faire ici. » Son message était clair. Il était temps de partir, de laisser Ethan et Juliette faire face aux conséquences de leurs décisions sans ma présence comme distraction. Lucie s'est approchée une fois de plus et m'a serré fort dans ses bras. « Tante Aurora, je veux que tu saches que tu auras toujours mon respect et mon amour, quoi qu'il arrive avec Ethan. » Ces mots étaient comme un baume pour mon cœur blessé, me rappelant que toute la famille n'avait pas été corrompue par la cupidité. « Et tu auras toujours le mien, Lucie » ai-je répondu en lui rendant son étreinte. « Souviens-toi de cette nuit quand tu prendras des décisions importantes dans ta vie. Souviens-toi que le caractère se définit non pas par ce que nous avons, mais par la façon dont nous traitons les gens que nous aimons. » Ses larmes ont trempé mon épaule tandis qu'elle hochait la tête, comprenant parfaitement la leçon qui se déroulait sous ses yeux. Martinez s'est approché à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. « Mesdames et messieurs, j'ai besoin d'une résolution immédiate. J'ai d'autres engagements ce soir et je ne peux pas garder le personnel ici indéfiniment sans garantie de paiement. » Sa patience professionnelle s'épuisait enfin, ajoutant une pression supplémentaire à une situation déjà désespérée. « Vous avez mon numéro de téléphone » ai-je dit à Ethan et Juliette pour la dernière fois. Quand vous serez prêts à avoir une vraie conversation sur le respect, les valeurs et la responsabilité, quand vous aurez appris ce que signifie gagner les choses par vous-même, quand vous pourrez me regarder dans les yeux et m'offrir des excuses sincères pour ce que vous m'avez fait ce soir, alors nous pourrons parler. Mais pour cela, ai-je ajouté en les regardant directement, vous devrez d'abord trouver un moyen de résoudre le désordre que vous avez créé ici, tout seul. Sur ces mots, je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie avec Carlos, laissant derrière moi une salle de bal pleine de chaos, de désespoir et de la dure réalité des conséquences méritées. La suite de l'histoire, incluant l'épilogue et les réflexions finales, n'était pas dans la demande initiale mais a été ajoutée. Voici la traduction de ces sections également. 3 jours plus tard. 3 jours après le mariage, mon appartement était devenu un refuge de paix que je n'avais pas connu depuis des années. Joseph venait chaque matin avec du café et des pâtisseries de la boulangerie locale, s'assurant que j'allais bien après ce qu'il appelait « la nuit où Aurora a repris sa dignité ». Ces visites avaient été un baume pour mon âme, me rappelant que j'avais encore une famille de cœur qui me valorisait pour ce que j'étais vraiment. Le téléphone avait sonné sans cesse pendant ces 3 jours. Ethan avait appelé 37 fois, laissant des messages qui évoluaient de la colère initiale à des supplications désespérées. Juliette avait envoyé 14 messages textes, chacun plus hystérique que le précédent. Ses parents s'étaient présentés à ma porte à 2 reprises, exigeant que je répare le gâchis que j'avais causé, mais j'avais tenu bon avec un calme qui me surprenait moi-même. Carlos est arrivé ce matin-là avec des nouvelles qui, bien qu'attendues, étaient dévastatrices dans leur ampleur. Madame Hughes, m'avait-il dit alors que nous buvions du thé sur mon balcon, j'ai reçu des rapports de tous les fronts. Ethan et Juliette ont été expulsés de leur appartement hier matin. La salle de bal a entamé une procédure judiciaire pour récupérer les 53 000 $ dus. Leurs cartes de crédit ont été annulées pour non-paiement. Et où vivent-ils maintenant, avais-je demandé, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. Chez les parents de Juliette, a répondu Carlos. Apparemment, c'est un appartement de 2 chambres où vivent déjà 3 personnes. La situation est tendue, selon mes sources. Son expression suggérait que, tendu, était une description très conservatrice de la réalité. Cet après-midi-là, alors que j'arrosais mes plantes sur le balcon, j'ai vu une voiture familière se garer devant l'immeuble. C'était Lucie, mais cette fois, elle n'était pas seule. Avec elle se trouvait Amélia, ma vieille amie du secteur immobilier. Et à ma grande surprise, Joseph est sorti de la banquette arrière. « Aurora » a crié Lucie depuis le trottoir. « Nous devons te parler. Il y a des choses que tu dois savoir. » Quand ils sont arrivés dans mon appartement, leur visage portait un mélange d'urgence et d'inquiétude qui m'a immédiatement mise en alerte. « Tante Aurora » a commencé Lucie, j'ai enquêté sur certaines choses depuis la nuit du mariage. Des choses que je pense que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'est assise sur mon canapé avec un dossier entre les mains qui semblait aussi officiel que celui que Carlos avait porté à la salle de bal. Trop tard pourquoi,
ai-je demandé en lui versant du thé tout en essayant de rester calme. Amelia s'est éclaircie la gorge et a parlé pour la première fois. Aurora, depuis 3 jours, je fais des recherches sur la situation financière d'Ethan et Juliette. Ce que j'ai trouvé dépasse ce que nous imaginions. Ils planifiaient cela depuis plus d'1 an, a poursuivi Amelia en ouvrant le dossier pour révéler des documents qui m'ont donné la nausée. J'ai trouvé la preuve que Juliette consultait des avocats spécialisés dans les cas de compétences mentales pour les personnes âgées. Ils avaient un plan détaillé pour te déclarer légalement incompétente et prendre le contrôle de tous tes biens. Joseph, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'est penché en avant avec une expression grave. Aurora, il y a plus. Cette nuit-là, après que tu aies quitté la salle de bal, j'ai entendu Juliette parler au téléphone avec quelqu'un. Elle disait que la vieille avait tout gâché, mais qu'ils avaient encore un plan B. Ces paroles m'ont fait frissonner. Un plan B, ai-je répété, sentant mon estomac se nouer d'un mélange de peur et de colère. Lucie a pris ma main et l'a serrée doucement. Tante Aurora, il raconte à tout le monde que tu es devenue sénile, que la scène du mariage était la preuve que tu as perdu le contact avec la réalité. Il monte un dossier pour qu'un juge déclare que tu ne peux plus gérer tes propres affaires. L'ampleur de leur trahison s'est étendue devant moi comme une plaie infectée. Il ne suffisait pas de m'avoir publiquement humilié, d'avoir prévu de me dépouiller de ma maison, d'avoir conspiré contre moi pendant des mois. Maintenant, ils essayaient d'utiliser ma réponse justifiée à leur cruauté comme preuve d'incompétence mentale. C'était une méchanceté qui dépassait tout ce que j'avais imaginé possible. Mais ce n'est pas tout, a ajouté Amelia, la voix tremblante. J'ai découvert que Juliette a répandu des rumeurs dans le quartier sur ton comportement erratique. Elle a rendu visite à plusieurs de tes voisins, leur suggérant de signaler tout ce qu'ils observeraient de préoccupant à ton sujet. La nature systématique de sa campagne de diffamation m'a coupé le souffle. Carlos, qui était revenu pour notre réunion prévue, est entré dans l'appartement à ce moment-là et a trouvé l'atmosphère lourde de tension. Madame Hugues, je vois que vous avez déjà appris certaines des manœuvres récentes. Son expression était plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue. J'ai des nouvelles supplémentaires qui confirment ce que vos amis ont découvert. Ethan a déposé une requête préliminaire hier, a dit Carlos en sortant des documents de son propre dossier. Il demande qu'un tribunal évalue votre compétence mentale sur la base de ce qu'il appelle un comportement irrationnel et des décisions financières erratiques. Il a fourni des déclarations sous serment de plusieurs témoins présents au mariage. Des déclarations sous serment, ai-je demandé, sentant la colère commencer à remplacer le choc. Quel genre de déclaration ? Carlos a consulté ses papiers avant de répondre. Des déclarations décrivant votre explosion émotionnelle injustifiée contre un jeune couple innocent. Des déclarations qualifiant vos décisions financières de vindicatives et destructrices. Des déclarations suggérant que vous avez perdu la capacité de prendre des décisions rationnelles. Lucie a serré ma main plus fort. Tante Aurora, ils ont convaincu plusieurs invités du mariage de signer des déclarations. La plupart d'entre eux ne comprennent pas vraiment ce qui se passait cette nuit-là. Ils ont juste vu une vieille femme attaquer des jeunes mariés. Sa voix contenait toute la frustration de quelqu'un qui avait vu la vérité mais se sentait impuissant à la faire prévaloir. Mais nous avons aussi de bonnes nouvelles, est intervenu Joseph avec un sourire qui contrastait de façon spectaculaire avec la gravité de la situation. Il s'avère qu'il y a plus de gens de ton côté qu'ils ne l'imaginent. Il a sorti son propre téléphone portable et m'a montré un écran qui m'a laissé stupéfaite. Joseph, qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé, en regardant ce qui semblait être une vidéo sur les réseaux sociaux avec des milliers de vues. Aurora, tu te souviens que plusieurs invités filmaient cette nuit-là ? Eh bien, certaines de ces vidéos sont devenues virales. Les gens ne voient pas une vieille femme sénile attaquer un couple innocent. Ils voient une femme digne révélant la vérité sur des années d'abus et de manipulation. Amelia s'est penchée pour regarder le téléphone, elle aussi. Aurora, les commentaires sur ces vidéos sont massivement en ta faveur. Les gens louent ton courage, ta dignité sous la pression, ta décision de fixer des limites. Certains partagent leurs propres histoires d'abus familiaux. Tu es devenu un symbole de résistance contre l'exploitation des personnes âgées. Carlos a hoché la tête en signe d'approbation. Cette réponse du public sera inestimable si l'affaire va au tribunal. Il est difficile de prétendre que quelqu'un est mentalement incompétent lorsque des milliers de personnes applaudissent la logique et la justice de ses actions. Son sourire professionnel était revenu, suggérant que peut-être la bataille juridique ne serait pas aussi unilatérale que je l'avais craint au départ.
Mais il y a autre chose que vous devez savoir, ai-je dit, prenant une décision que j'envisageais depuis 3 jours. Si Ethan et Juliette veulent jouer à ce jeu, s'ils veulent transformer cela en une bataille juridique publique, alors ils vont découvrir exactement à qui ils ont affaire. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à mon bureau où j'avais préparé mon propre dossier de documents. Pendant ces 3 jours, j'ai été en contact avec plusieurs avocats spécialisés dans les abus envers les personnes âgées. J'ai tout documenté. Les visites intimidantes, les menaces implicites, la conspiration pour me dépouiller de mes biens, même la gifle que Juliette m'a donnée. J'ai sorti des photographies de ma joue enflée prises immédiatement après le mariage. Une preuve médicale de l'agression physique. S'ils veulent la guerre, ai-je poursuivi avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des décennies, ils auront la guerre. Mais ce sera une guerre menée selon mes termes, avec mes ressources, et avec la vérité de mon côté. De plus, ai-je ajouté avec un sourire qui m'a surprise moi-même, j'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je vais raconter toute mon histoire publiquement. Je vais montrer au monde exactement ce qui se passe quand la cupidité se déguise en amour familial. La pièce s'est remplie d'une nouvelle énergie. L'énergie de personnes qui savaient que la justice était de leur côté et qu'elles avaient les ressources pour la faire prévaloir. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville m'écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires.